vous avez 3 jours pour quitter la maison, a dit ma sœur en souriant de manière moqueuse de l'autre côté de la table. Maman et papa se contentaient de regarder en silence. J'ai sorti les documents de propriété. En fait, vous avez tous 24 heures. Leurs fourchettes sont tombées. Je m'appelle Élise, j'ai 27 ans, et je tremble encore en tapant ceci. Le dîner de famille d'hier soir a tout changé. De l'autre côté de la table en acajou, les lèvres de ma sœur Sophie se retrouvèrent dans ce sourire narquois familier avant qu'elle ne lâche la bombe. Tu as 3 jours pour quitter la maison. Maman et papa ont juste regardé, leur visage vide et complice. Comment pouvait-il ? Après avoir perdu mon emploi et étant à mon point le plus vulnérable, découvrir que ma famille avait conspiré dans mon dos m'a donné l'impression d'un couteau qui se retournait dans ma poitrine. Le document d'héritage glissé sur la table racontait une histoire de trahison à laquelle je ne m'attendais jamais. Avant de continuer mon histoire, d'où regardez-vous ? Cliquez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà été pris au dépourvu par votre famille. Croyez-moi, vous voudrez entendre comment cela se déroule. J'ai grandi dans une maison de style haussmannien à Neuilly-sur-Seine, avec une vaste cour arrière où j'ai passé la majeure partie de mon enfance. C'était mon sanctuaire, surtout pendant ces chaudes journées d'été où ma grand-mère Madeleine venait m'apprendre à entretenir son cher jardin de roses. Les roses demandent de la patience et des soins, tout comme les relations, disait-elle, ses yeux plissés au coin. Ces moments avec elle étaient précieux, un contraste frappant avec l'atmosphère compétitive qui plague souvent notre foyer. Jusqu'à il y a 3 mois, j'ai prospéré en tant qu'analyste financière chez Crédit Lyonnais. Ma trajectoire était ascendante avec des éloges constants de la part de mes supérieurs et une promotion potentielle à l'horizon. Puis vint la restructuration d'entreprise. Nous éliminons tout votre département, a dit mon manager avec une sympathie répétée. Soudain, après 6 ans de construction de ma carrière, j'étais au chômage dans une économie qui n'était pas exactement accueillante pour les chercheurs d'emploi. Retourner chez mes parents était censé être temporaire, juste jusqu'à ce que je puisse reconstituer mes économies et trouver un autre poste. Quand je suis arrivé avec mes valises, maman Chantal m'a préparé mon plat préféré d'enfance, des gratins dauphinois avec du fromage supplémentaire, et papa Bernard a aidé à porter mes cartons dans ma vieille chambre, qu'ils avaient gardés presque intacts. Reste aussi longtemps que tu veux, a dit maman, me serrant l'épaule. La famille soutient la famille pendant les moments difficiles. Ces mots me sembleraient plus tard la blague la plus cruelle. Ma sœur, Sophie, et moi n'avons jamais été proches. 2 ans plus jeune, mais infiniment plus calculatrice. Elle a transformé tout en compétition dès qu'elle a pu parler. Quand j'ai remporté la première place à la foire scientifique du district à 12 ans, elle a accidentellement fait tomber mon trophée de l'étagère, le brisant sans possibilité de réparation. Quand j'ai été accepté à la Sorbonne, elle a réussi d'une manière ou d'une autre à faire en sorte que le dîner de félicitations de mes parents porte sur son opportunité de stage. C'était toujours subtil, jamais assez pour la dénoncer sans paraître mesquine, mais assez pour créer un courant constant de tension. Sophie a épousé Antoine Moreau il y a 3 ans, une fusion plus qu'un mariage. Comme je le pensais secrètement, Antoine Moreau venait d'une vieille famille fortunée et avait étendu la fortune familiale grâce au développement immobilier. Leur mariage a été présenté dans les pages de la société locale, Sophie m'envoyant avec joie des coupures de presse même si j'avais assisté à la somptueuse cérémonie. N'est-il pas incroyable ce que nous avons accompli, disait-elle, le nous désignant clairement elle et Antoine, sans m'inclure d'aucune manière. Ce qui me blessait le plus, c'était la façon dont mes parents favorisaient subtilement Sophie. Ils le nient véhémentement si on leur demande, mais les preuves étaient là. Ils ont assisté à chacun de ces matchs de tennis, mais ont manqué mes présentations importantes en raison de conflits d'horaires. Ils ont affiché fièrement ces photos de mariage, mais ont rangé mon diplôme de 3e cycle sur l'étagère de l'étude. De petites choses peut-être, mais elles se sont accumulées au fil des ans comme de minuscules coupures de papier. Grand-mère Madeleine était différente. Elle voyait clair dans les manipulations de Sophie et faisait un effort particulier pour me soutenir. « Tu as de la substance, Élise », chuchotait-elle quand personne d'autre n'était là. « Ta sœur est du clinquant, mais toi tu as de la tenue. » Quand elle est décédée il y a 2 mois à 87 ans, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon seul véritable allié dans la famille. Les funérailles furent sombres, et même Sophie semblait sincèrement triste, bien qu'elle passât plus de temps à réseauter avec de riches parents qu'à réfléchir à la vie de grand-mère. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes avant-coureurs plus tôt. Environ 2 semaines après mon retour, j'ai surpris des bribes de conversations téléphoniques à voix basse qui se sont brusquement terminées lorsque je suis entré dans la pièce. « Nous ne pouvons pas discuter de cela maintenant »,
murmurait maman avec urgence. Une fois, j'ai entendu distinctement mon nom mentionné avant que papa ne s'éclaircisse bruyamment la gorge en me voyant dans l'embrasure de la porte. Le courrier qui m'était adressé disparaissait mystérieusement. Quand j'ai mentionné attendre un document important de mon ancien employeur, maman a vaguement suggéré que le courrier se perdait parfois. Papa a commencé à éviter mon regard lors de nos rituels de café du matin, auparavant confortable, s'intéressant soudainement beaucoup à son journal chaque fois que j'essayais de l'engager dans une conversation. Le plus révélateur fut la présence accrue de Sophie à la maison. Normalement, elle rendait visite à nos parents peut-être une fois par mois, trouvant des excuses sur son emploi du temps social chargé. Soudain, elle passait 3 ou 4 fois par semaine, souvent quand j'étais à la recherche d'un emploi. Une fois, je suis rentré plus tôt et je l'ai trouvée, maman et papa réunis autour de papiers sur la table de la salle à manger, qu'ils ont rapidement rassemblés en me voyant. Le jour du dîner fatidique, j'ai reçu un texto de Sophie. Dîner de famille important ce soir. Sois là à 19h. Formel. Le ton impératif était typique de Sophie, mais la désignation important a déclenché des alarmes. Quelle affaire familiale pouvait être si importante qu'elle nécessitait une annonce de dîner formel? Maman a passé la journée dans une agitation nerveuse, préparant la recette spéciale de rôti de bœuf de grand-mère Madeleine, quelque chose qu'elle ne faisait que pour des occasions importantes. Quand j'ai proposé d'aider, elle a légèrement sursauté, comme si je l'avais effrayée. Non. Non, j'ai tout sous contrôle, dit-elle, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Peut-être juste à table avec de la belle vaisselle. Papa était visiblement absent la plupart de la journée, prétendant devoir faire des courses, bien qu'il soit rentré les mains vides. Quand il est rentré, il s'est retiré dans son bureau. La porte fermée hermétiquement. J'ai frappé une fois pour demander si tout allait bien, et son « tout va bien » a semblé tendu, peu convaincant. Cet après-midi-là, en cherchant une photo particulière à inclure dans une candidature, j'ai remarqué que l'album photo de grand-mère Madeleine avait été déplacé de sa place habituelle sur l'étagère. Quand je l'ai trouvé sur le bureau de papa, plusieurs photos avaient été retirées, y compris celle de grand-mère et moi devant la maison. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac, mais j'ai rejeté cela comme de la paranoïa et du stress. Comme j'avais tort. Notre salle à manger a toujours été un espace de prestige, rarement utilisé sauf pour les vacances et les occasions spéciales. Ce soir-là, elle fut transformée avec les meilleures nappes, les verres en cristal qui avaient appartenu à mon arrière-grand-mère, et des bougies qui projetaient de longues ombres sur la table. La formalité de tout cela n'a fait qu'accroître mon angoisse. Ce n'était pas un dîner familial décontracté. C'était une production, une scène dressée pour quelque chose d'important. Maman avait arrangé les places avec des marque-places soignées, une autre touche inhabituelle pour une famille de 4 personnes seulement. J'ai remarqué immédiatement que ma place habituelle avait été changée, me plaçant directement en face d'où Sophie s'assiérait, mon dos étant contre la fenêtre plutôt que face à elle comme je le préférais. Une petite partie de jeu peut-être, mais cela a donné le ton. À 19h précise, la sonnette a retenti. Sophie est arrivée avec Antoine Moreau, bien qu'il n'ait pas été mentionné dans l'invitation. Elle portait une robe de designer plus adaptée à une réunion d'affaires qu'à un dîner de famille, ses cheveux tirés en un chignon sévère qui accentuait ses traits fins. Antoine Moreau semblait mal à l'aise dans son costume sur mesure, consultant constamment sa montre comme s'il avait un endroit plus important à être. « Élise, tu as l'air à l'aise », dit Sophie en guise de salutation, ses yeux parcourant ma tenue décontractée d'affaires avec un dédain mal dissimulé. Il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. Un chat sur le point de bondir sur une souris inconsciente. Pendant le service des hors-d'œuvre, la conversation est restée polie et forcée. Papa a parlé de la météo avec un enthousiasme contre nature. Maman a continué de sauter pour vérifier le plat principal, bien que je savais par expérience que tout était déjà parfaitement synchronisé. Sophie continuait d'échanger des regards entendus avec nos parents, tandis qu'Antoine Moreau maintenait une attitude professionnelle, comme s'il assistait à un dîner d'entreprise plutôt qu'à une réunion de famille. Au moment du dessert, la recette de tarte aux pommes de grand-mère que maman avait manifestement passé des heures à perfectionner, mes nerfs étaient à vif. J'étais sur le point de demander directement ce que ce dîner signifiait vraiment quand Sophie a délicatement posé sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec sa serviette et s'est éclairci la gorge. Maintenant que nous avons apprécié la merveilleuse cuisine de maman, commença-t-elle, sa voix portant cette fausse douceur que je connaissais depuis l'enfance, il est temps de discuter de la vraie raison de la réunion de ce soir. Elle a fouillé dans un sac à main de designer suspendu à sa chaise et a sorti une enveloppe en manille,
la faisant glisser sur la table vers moi. Comme vous le savez, le testament de grand-mère Madeleine a été finalisé juste avant son décès, a poursuivi Sophie, ses yeux ne quittant jamais mon visage, observant ma réaction. Ce que vous ne savez pas, c'est que des changements significatifs ont été apportés à ses premières ébauches. Elle a fait une pause pour l'effet, ses lèvres se retroussant dans ce sourire narquois que j'avais appris à mépriser au fil des ans. La maison m'appartient désormais légalement et je vous donne 3 jours pour faire vos valises et partir. Les mots me frappèrent comme un coup physique. J'ai regardé l'enveloppe mais je n'ai pas pu me résoudre à la toucher, comme si elle allait me brûler les doigts. Mon regard a balayé mes parents, à la recherche de confusion, de protestation, de quoi que ce soit qui indiquerait que c'était aussi surprenant pour eux que pour moi. Au lieu de cela, j'ai trouvé papa soudainement fasciné par le motif de la nappe, refusant de me regarder dans les yeux. Le visage de maman s'est légèrement effondré, des larmes s'accumulant, mais son silence en disait long. Vous saviez? J'ai murmuré, ma voix à peine audible, même dans la pièce silencieuse. Vous saviez tous. C'est tout à fait légal, a interrompu Antoine Moreau, son ton suggérant qu'il concluait une transaction commerciale. Les documents ont été vérifiés par 2 avocats distincts. Le transfert de propriété a déjà été traité. Votre grand-mère était saine d'esprit lorsqu'elle a apporté ces changements. Je me suis senti étourdi. La pièce semblait basculer autour de moi. Mais pourquoi? Pourquoi grand-mère ferait-elle ça? Elle m'aimait. Elle aimait cette maison. Elle disait toujours, elle disait beaucoup de choses. Sophie a interrompu brusquement. La réalité est qu'elle a reconnu qui était le plus méritant à la fin. Qui avait construit une vie réussie par rapport à qui était. Elle a fait une pause, examinant ses ongles manucurés avant de délivrer le coup de grâce. L'échec de la famille. La cruauté des mots me coupa le souffle. J'avais perdu mon emploi à cause d'une restructuration d'entreprise, pas d'un échec personnel. J'avais travaillé sans relâche pour reconstruire. Comment osait-elle? Ce n'est pas juste, Sophie, a finalement parlé maman, sa voix faible et peu convaincante. La vie n'est pas juste, a répondu Sophie d'un ton dédaigneux. Le fait est que je possède cette maison maintenant, et j'ai des projets pour elle qui n'incluent pas le soutien de ma sœur sans emploi indéfiniment. 3 jours, c'est généreux vu la situation. Je me suis tourné vers mon père, l'homme qui m'avait enseigné l'intégrité et l'importance de défendre ce qui est juste. Papa, ça te va? Qu'on me jette dehors alors que je n'ai nulle part où aller. Après que tu m'aies dit que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais. Papa s'est dérangé, ses épaules voûtées. C'est compliqué, Élise. Il y a des considérations juridiques. Le testament est contraignant. Des considérations juridiques. J'ai répété incrédule. Je suis ta fille. Il s'agit de la famille, pas de documents juridiques. Ne sois pas dramatique, a soupiré Sophie. Tu as 27 ans, pas 17. Beaucoup de gens de ton âge vivent indépendamment sans rentrer à la maison au premier signe de problème. Lundi matin, 9 h, j'attends les clés sur le comptoir de la cuisine, et tes affaires dehors. Maman pleurait ouvertement, mais ne faisait aucun effort pour me défendre. Antoine Moreau a commencé à expliquer quelque chose sur les droits de propriété et la possession légale, mais ces mots se sont brouillés alors que le sang affluait dans mes oreilles. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant bruyamment le parquet. Je n'arrive pas à croire que cela arrive, ai-je réussi à dire, ma voix tremblant de rage et de douleur. Je n'arrive pas à croire que ma propre famille me ferait ça. Sans attendre de réponse, j'ai fui la salle à manger, prenant les escaliers 4 à 4 jusqu'à ma chambre d'enfant. La même chambre où maman m'avait aidé pour mes devoirs, où papa m'avait consolé après mon premier chagrin d'amour, où grand-mère Madeleine m'avait appris à tricoter pendant les longues soirées d'hiver. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis glissé contre elle, me laissant enfin fondre en larmes alors que mon monde s'effondrait autour de moi. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Le sommeil était impossible car mon esprit rejouait la scène du dîner en boucle infinie. Le sourire narquois de Sophie, l'effroi de l'égalité d'Antoine Moreau, les larmes de maman, l'évitement de papa. Je m'attendais à ce que quelqu'un frappe à ma porte, me dise que tout était un terrible malentendu ou une blague cruelle. Mais la maison est restée silencieuse sauf pour le grincement occasionnel des planchers alors que tout le monde se retirait dans leurs coins respectifs. Vers 3 h du matin, la panique concernant mon avenir immédiat s'est installée. J'ai attrapé mon ordinateur portable et vérifié mon compte bancaire pour 1 287,32 €, à peine suffisant pour 2 mois de loyer dans la région de Neuilly, et ce,
sans compter les cautions ou les dépenses courantes. Le paquet de départ de mon emploi était principalement allé au remboursement des dettes de carte de crédit et de mon prêt automobile, une décision qui semblait maintenant horriblement myope. J'ai désespérément cherché des annonces de location, mais les options étaient sombres. Les studios commençaient à 1800 € par mois, nécessitant une preuve de revenu 3 fois supérieure au loyer, impossible sans emploi. Les situations de colocation exigeaient des emménagements immédiats et des engagements à long terme que je ne pouvais pas prendre tout en cherchant un emploi. La réalité de l'itinérance potentielle se profilait à l'horizon dans l'obscurité de ma chambre d'enfant, qui me semblait maintenant être un espace emprunté. Frénétiquement, j'ai parcouru mes contacts téléphoniques, pesant à qui je pouvais parler à cette heure. La plupart des amis s'étaient éloignés pendant mes 6 années de style de vie hyperactif chez Crédit Lyonnais. Ceux qui restaient étaient dispersés dans tout le pays, poursuivant leur propre carrière avec de petits appartements et des vies bien remplies. À qui pouvais-je bien imposer cela avec si peu de préavis? Au lever du soleil, mes yeux brûlaient de larmes et de la lumière de l'écran. La première lumière filtrant à travers mes rideaux ressemblait à un compte à rebours qui avait commencé. Jour 1 sur 3 avant mon expulsion de la maison familiale. J'ai attendu d'entendre du mouvement en bas avant de sortir de ma chambre, ayant répété ce que je voulais dire. Maman était seule dans la cuisine, remuant mécaniquement de la pâte à crêpes, ses yeux rouges et gonflés. Elle a sursauté légèrement quand elle m'a vu. « Comment avez-vous pu laisser faire ça ?» J'ai demandé sans préambule, ma voix rauque de pleurs. La main de maman trembla, de la pâte dégoulinant sur le comptoir. Nous n'avions pas le choix, Élise. Il y a toujours un choix. J'ai répliqué. Vous avez encore choisi Sophie. Papa est entré alors, déjà habillé pour sa partie de golf du samedi comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé la veille. Il s'est versé du café, ses mouvements délibérément lents. Le testament est légalement contraignant, a-t-il dit, sans me regarder directement. Nous avons consulté notre avocat. Il n'y a rien que nous puissions faire. Vous pourriez me soutenir. Je claque ma paume sur le comptoir, les faisant tous les deux sursauter. Vous pourriez dire à Sophie que c'est mal. Vous pourriez m'aider à combattre cela. Combattre quoi? Papa a finalement rencontré mon regard, son expression se durcissant. Les dernières volontés de votre grand-mère. Vous voulez que nous allions à l'encontre des instructions explicites de Madeleine? Je ne crois pas une seconde que grand-mère ait voulu ça. Je dis qu'elle m'aimait. Elle aimait cette maison. Elle ne l'aurait pas donnée à Sophie juste pour me faire expulser. Un éclair de quelque chose, de la culpabilité peut-être, traversa le visage de papa avant qu'il ne le masque. Madeleine a changé son testament. Nous avons tous été surpris, mais c'est fait. Pourquoi faites-vous tous les deux cela? J'ai insisté, remarquant comment ils échangeaient des regards. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Maman s'est affairée, essuyant la pâte renversée. Papa a siroté son café. Le silence s'est étiré jusqu'à ce que finalement maman parle dans un murmure presque inaudible. Sophie Moreau et Antoine Moreau ont proposé de nous laisser rester dans la maison jusqu'à ce que nous soyons prêts à déménager dans une communauté de retraite. Alors, vous m'avez vendu pour assurer votre propre situation de vie sécurisée. Ce n'est pas si simple, protesta faiblement papa. Cela me semble assez simple, j'ai rétorqué, combattant de nouvelles larmes. Vous avez choisi votre propre confort plutôt que le bien-être de votre fille. J'ai perdu mon emploi, pas mon intégrité. Je les ai laissés debout dans la cuisine, leur petit déjeuner oublié, et je suis retourné dans ma chambre pour commencer à faire des appels désespérés. Mon ancienne collègue Nancy a répondu à la 3e sonnerie, sa voix endormie par le sommeil. Élise, il est 7h30 le samedi. Est-ce que tout va bien? J'ai avalé ma fierté et j'ai expliqué la situation, chaque mot étant douloureux à articuler. Le choc de Nancy était évident. C'est horrible. Bien sûr, tu peux dormir sur mon canapé pendant que tu règles ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi tant que tu en as besoin. Le soulagement était palpable, mais de courte durée. L'appartement d'une chambre de Nancy à Boulogne-Billancourt serait un bandage temporaire sur une plaie béante. J'avais besoin d'un revenu, d'une solution de logement permanente, et de réponses. Entre les séances d'emballage, j'ai envoyé des candidatures pour tout ce qui était vaguement lié à mon domaine, abaissant mes attentes salariales à chaque soumission. J'ai recherché des options d'aide juridique, mais sans argent pour une caution, mes options étaient limitées. Chaque voie à suivre semblait bloquée par le même obstacle, ma pauvreté soudaine et inattendue. Tard dans l'après-midi de ce premier jour,
en cherchant un livre particulier à inclure dans une candidature, j'ai trouvé un tiroir de lettres de grand-mère Madeleine que j'avais gardé au fil des ans. Son écriture élégante m'a apporté une nouvelle douleur. Cette femme qui avait cru en moi si complètement ne pouvait pas avoir orchestré ma chute. Alors que je relisais tendrement ces mots d'encouragement de mes années universitaires, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais le désespoir m'a fait répondre. « Est-ce bien Élise Moreau ?» demanda une voix de femme âgée. « Oui, je parle. C'est Mildred Dubois, l'amie de votre grand-mère Madeleine du club de jardinage. J'essaie de vous joindre depuis les funérailles, mais votre mère a dit que vous n'acceptiez pas d'appel. Je suis si heureuse de l'avoir enfin trouvé dans le vieil annuaire de Madeleine. C'est agréable de vous entendre, Madame Dubois, dis-je, perplexe devant son empressement et la désinformation. Je n'ai jamais refusé d'appel. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le testament de Madeleine, a-t-elle dit sans préambule. Elle m'a dit explicitement quelques semaines avant de mourir qu'elle voulait que la maison vous revienne parce que, je cite, Élise est la seule qui aime vraiment cette maison pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle vaut. Mon cœur s'est emballé. C'est ce que je pensais aussi, mais apparemment elle a changé d'avis. Ou quelqu'un l'a fait pour elle, répondit Mildred Dubois de manière inquiétante. L'état mental de Madeleine s'est rapidement détérioré au cours de ces dernières semaines, mais même alors, elle parlait de vous avec tant d'amour. J'ai trouvé cela choquant quand j'ai entendu parler des termes du testament. Quelque chose ne colle pas. Pour la première fois depuis le dîner, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Madame Dubois, seriez-vous disposée à me rencontrer demain? J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Absolument, ma chère. Madeleine voudrait que je vous aide. La vérité doit éclater. En raccrochant, j'ai serré une des lettres de grand-mère contre ma poitrine. Peut-être que tout n'était pas perdu après tout. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance que le testament ait été manipulé, je devais à grand-mère Madeleine et à moi-même de découvrir la vérité. Le Bluebird Café était situé dans un coin tranquille du centre-ville de Neuilly, son auvent décoloré et ses tables en bois usé contrastant fortement avec les boutiques haut de gamme environnantes. Mildred Dubois l'avait suggéré, mentionnant qu'elle et grand-mère Madeleine s'y rencontraient chaque semaine depuis des décennies. En poussant la porte, l'odeur familière du café et de la cannelle m'a provoqué un œil inattendu dans la gorge. Grand-mère m'y amenait souvent pour un chocolat chaud après l'école. Mildred Dubois m'a repéré immédiatement, me faisant signe depuis une table d'angle. À 82 ans, elle était remarquablement alerte, ses cheveux argentés soigneusement coiffés et sa tenue coordonnée avec la précision de quelqu'un qui avait grandi à une époque où l'apparence primait sur tout le reste. Élise, ma chère, elle a agrippé mes mains dans ses mains fraîches et parcheminées. Tu ressembles tellement à Madeleine à ton âge. Cette même détermination dans tes yeux. Nous avons commandé du café, et Mildred Dubois n'a perdu aucun temps à aller droit au but. Il y a 2 mois avant la mort de Madeleine, nous nous sommes rencontrés juste à cette table, commença-t-elle, remuant son café méthodiquement. Elle était excitée car elle venait de mettre à jour son testament. Elle m'a dit spécifiquement qu'elle me laissait la maison parce que, je cite, Élise est la seule qui aime vraiment cette maison pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle vaut. Mes yeux ont piqué de larmes. Cela ressemblait exactement à grand-mère. Elle a mentionné qu'Antoine Moreau recevrait son portefeuille d'investissement, qui était substantiel. Mildred Dubois a poursuivi. Madeleine croyait en des successions équilibrées, mais elle pensait fermement que la maison devait te revenir. Alors, que s'est-il passé? J'ai demandé, me penchant en avant. Laurence Moreau était l'avocat de Madeleine depuis 30 ans. Mais soudain, il y avait un nouvel avocat, Bradford Leblanc quelque chose ou autre. Très chic, très persuasif. Il a commencé à rendre visite régulièrement à Madeleine au cours de ces dernières semaines, lorsque les médicaments contre la douleur la laissaient souvent confuse. Bradford, ai-je répété, prenant une note mentale. Grand-mère a-t-elle jamais expliqué pourquoi elle avait changé d'avocat? L'expression de Mildred Dubois s'est assombrie. C'est ce qui m'a le plus troublé. Quand j'ai demandé, Madeleine semblait confuse par la question, comme si elle ne se souvenait pas d'avoir pris cette décision. J'ai essayé de soulever des préoccupations auprès de tes parents, mais ils m'ont assuré que tout était géré correctement. Elle a fait une pause. J'aurais dû insister davantage, mais je ne voulais pas passer pour une vieille femme indiscrète. Vous m'aidez maintenant, l'ai-je rassuré. Vous vous souvenez du nom de famille de Bradford? Leblanc, dit-elle après un moment de réflexion. Bradford Leblanc, un costume très cher, une voiture de luxe. Pas du tout comme Laurence Moreau,
qui conduisait la même Renault, pendant 20 ans. Armé de ce nom et de la promesse de Mildred Dubois de fournir une déclaration sous serment si nécessaire, je me suis dirigé vers la bibliothèque locale pour utiliser leurs ordinateurs, ne voulant pas risquer de faire des recherches sur les appareils Family. Oh à la maison. Le site web de Bradford Leblanc était élégant et impressionnant, spécialisé dans la planification successorale pour les particuliers fortunés. Ce qui a attiré mon attention, c'est un témoignage de client d'une certaine Chantal Moreau. Les doigts tremblants, j'ai cherché Bradford Leblanc et Antoine Moreau et j'ai eu la nausée lorsque les résultats se sont chargés. C'était là, noir sur blanc. Un article du Le Figaro Économie datant d'il y a un an présentant Antoine Moreau acceptant un prix, Bradford Leblanc étant décrit comme le conseiller juridique et ami de longue date des Moreau. Le lien était indéniable. J'ai creusé plus profondément, en recherchant les registres publics et les réseaux sociaux. Enfoui dans une publication Instagram d'il y a un an, il y avait une photo de Sophie, Antoine Moreau et Bradford Leblanc sur un yacht. La date correspondait à la période où grand-mère Madeleine était hospitalisée pour sa dernière déclin. De retour à la maison, j'ai attendu que mes parents partent pour leur partie de bridge hebdomadaire avant de me glisser dans le bureau de papa. Son ordinateur était protégé par un mot de passe, mais il utilisait le même, l'anniversaire de ma mère, depuis aussi longtemps que je me souvienne. En quelques minutes, je parcourais ses emails. Ce que j'ai trouvé m'a fait froid dans le dos. Des emails entre papa, Sophie et Bradford Leblanc datant de 3 mois discutant du plan successoral révisé et de la manière de gérer les attentes de Élise. Un message particulièrement accablant de Sophie disait, « Une fois que tout sera transféré, nous honorons notre accord concernant votre résidence continue. Assurez-vous simplement que Élise ne se doute de rien avant que ce soit finalisé. » J'ai téléchargé les emails sur une clé USB avec des mains tremblantes, me sentant physiquement malade. La profondeur de la conspiration était stupéfiante, mais le pire était à venir. Dans un dossier intitulé Madeleine médicale, j'ai trouvé des copies numérisées des dossiers médicaux de grand-mère de ces dernières semaines. Le médecin traitant avait noté que la patiente était souvent désorientée et confuse en raison des médicaments contre la douleur, avec une capacité discutable pour les décisions majeures. Pourtant, le Nouveau Testament avait été signé exactement pendant cette période. Encore plus troublant était un relevé financier que j'ai trouvé enfoui dans les dossiers de papa. La société d'Antoine Moreau et Sophie était profondément endettée avec plusieurs propriétés en saisie. Ils étaient au bord de la faillite à moins de pouvoir obtenir un actif important comme notre maison de famille pour l'utiliser comme garantie pour des prêts d'urgence. Tout a soudainement pris un sens effrayant. Sophie ne voulait pas de la maison par sentimentalisme ou même par dépit. Elle en avait besoin pour sauver son empire commercial en difficulté et celui d'Antoine Moreau. Et mes parents avaient participé à ce stratagème pour sécuriser leurs propres arrangements de vie futurs. J'étais toujours assise dans le bureau de papa, entourée des preuves de leur trahison lorsqu'ils sont rentrés à la maison plus tôt que prévu. Le visage de maman s'est décoloré quand elle a vu l'écran de l'ordinateur et les papiers étalés sur le bureau. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» demanda papa, sa voix montant. « Ce sont des documents privés. »« Des documents de conspiration privée, vous voulez dire ?» J'ai répondu, ma voix étrangement calme malgré la rage et la douleur qui bouillonnaient en moi. Je sais tout sur Bradford Leblanc étant l'avocat d'Antoine Moreau. Sur grand-mère étant droguée et confuse lorsqu'elle aurait modifié son testament. Sur Sophie Moreau et Antoine Moreau étant presque en faillite. Maman s'est effondrée sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. L'expression de papa est passée de la colère à la résignation. « Tu ne comprends pas la complexité de la situation, dit-il faiblement. Alors expliquez-moi, j'ai défié. Expliquez pourquoi vous avez aidé à voler l'héritage de ma propre grand-mère et le mien. Antoine Moreau s'est approché de nous en premier. Papa a admis après un long silence. Il nous a montré leurs états financiers. Ils étaient sur le point de tout perdre. Sophie Moreau faisait face à l'humiliation, potentiellement même à des problèmes juridiques pour certaines de leurs pratiques commerciales. Alors, vous avez décidé de me sacrifier à la place, ai-je dit sèchement. Nous avons pris la meilleure décision possible pour toute la famille, insista papa. Sophie Moreau et Antoine Moreau avaient plus besoin de la maison que toi. Ils sont mariés, prévoient d'avoir des enfants. Tu es célibataire avec une carrière prometteuse. Avait une carrière prometteuse, j'ai corrigé amèrement. Ce que tu savais, quand tu as accepté ce stratagème. Nous ne savions pas initialement, intervint maman, sa voix petite. Au moment où tu as perdu ton emploi, les choses étaient déjà en mouvement. Et vous n'avez pas pensé à m'arrêter, à prendre mon parti quand j'étais à mon plus vulnérable ?
Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Il savait tout et avait choisi Sophie Moreau. De toute façon, l'enfant préféré a encore gagné, emportant cette fois tout ce qui comptait. Ils nous ont offert la sécurité. Papa a finalement dit, un accord juridique stipulant que nous pouvons rester dans la maison jusqu'à ce que nous soyons prêts à déménager dans une communauté de retraite. À notre âge, avec ma pension telle qu'elle est, nous ne pourrions pas nous permettre d'acheter une autre maison dans ce quartier. Alors, vous m'avez vendu pour avoir un endroit où vivre, ai-je résumé la trahison, qui s'enfonçait plus profondément à chaque révélation. Avez-vous seulement pensé à ce qui allait m'arriver? Sophie Moreau nous a assuré qu'elle vous aiderait à trouver un nouvel endroit, offrit maman mollement. J'ai ri amèrement, et vous l'avez cru après vous avoir connu toute votre vie. Le poids écrasant de leur trahison m'a frappé d'un coup. Mes propres parents avaient conspiré contre moi, privilégiant les besoins de Sophie Moreau et leur propre confort au détriment de mon bien-être. La famille sur laquelle je pensais pouvoir compter m'avait méthodiquement planifié mon déplacement tout en me souriant et en m'offrant de fausses assurances. Je me suis levé sur des jambes tremblantes, rassemblant les preuves que j'avais collectées. Je vais me battre contre ça, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. Pas seulement pour moi, mais pour grand-mère Madeleine. Ce que vous avez fait n'est pas seulement mal. C'est potentiellement illégal. Élise, s'il te plaît. Maman a tendu la main vers moi, les larmes coulant sur ses joues. Nous sommes toujours une famille. Nous pouvons résoudre ça. Je me suis reculé de son contact. La famille ne fait pas ce que vous avez fait. Pas à quelqu'un qu'elle aime. En m'éloignant, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Les derniers vestiges de ma croyance d'enfance en la sainteté des liens familiaux. La douleur était atroce, comme une blessure physique qui ne cessait de saigner. J'ai à peine eu le temps de me rendre dans ma chambre avant que la crise de panique ne frappe, me laissant tomber à genoux alors que les murs semblaient se refermer sur moi. Entre les halètements, j'ai remis en question tout. Mes souvenirs d'enfance, ma place dans la famille, mon identité de fille et de sœur. Si ma famille pouvait me trahir si complètement, qu'est-ce que cela disait sur moi? Sur les relations dans lesquelles j'avais fait confiance toute ma vie. Les fondations de mon monde n'étaient pas simplement ébranlées. Elles étaient révélées comme des façades élaborées cachant des vérités laides. Alors que la panique s'estompa lentement, me laissant vide et épuisé. Une étrange clarté a émergé à travers le brouillard émotionnel. J'avais moins de 48 heures avant la date limite de Sophie Moreau. Je pouvais soit m'effondrer sous le poids de cette trahison, soit l'utiliser comme carburant pour riposter. Pour la première fois de ma vie, personne ne venait me sauver. Si justice devait être rendue, je devrais être celle qui l'exige. Le deuxième jour de l'ultimatum de Sophie Moreau s'est levé gris et pluvieux, correspondant parfaitement à mon état émotionnel. Après une nuit de sommeil agité ponctuée de rêves d'anxiété, je me suis forcé à commencer le processus pratique d'emballage, une admission tacite que malgré ma détermination à me battre, je pourrais toujours me retrouver sans abri dans 24 heures. Ma chambre d'enfant était une sorte de capsule temporelle. Chaque objet que je ramassais portait des souvenirs. Trophée de débat. Fanion de la Sorbonne. L'ours en peluche que papa m'avait gagné à une fête foraine quand j'avais 7 ans. Comment le même père qui avait passé des heures à essayer de gagner ce prix pouvait-il maintenant être complice de mon expulsion? La dissonance cognitive était accablante. Je me suis retrouvé à bouger au ralenti, incapable de décider ce qui était essentiel et ce qui pouvait être laissé derrière. Comment condenser une vie en quelques valises? L'appartement d'une chambre de Nancy à Boulogne-Billancourt était minuscule, avec à peine assez de place pour un arrangement de couchage temporaire sur son canapé, encore moins pour stocker mes biens. Vers midi, j'ai réalisé que je n'avais pas mangé depuis le café avec Mildred Dubois. L'idée de nourriture me donnait la nausée, mais je savais que j'avais besoin de force pour ce qui m'attendait. Je me suis aventuré en bas pour trouver la maison étrangement silencieuse. Une note sur le comptoir de la cuisine m'informait que mes parents devaient faire des courses. Une excuse transparente pour éviter la confrontation après les révélations d'hier. Alors que j'assemblais à contre-cœur un sandwich, la porte d'entrée s'est ouverte. Mon corps s'est tendu, m'attendant à mes parents, mais la voix de Sophie Moreau a retenti à la place. C'est juste moi? Je pensais vérifier comment l'emballage progresse. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, des lunettes de soleil de designer poussées sur sa tête, l'air irritatablement fraîche et bien mise. Ne prétends pas que c'est une visite amicale, ai-je dit sèchement, sans me soucier de cacher mon hostilité. Sophie Moreau a soupiré dramatiquement. J'essaie d'être civilisée, Élise.
Tu me jettes de ma maison pendant la pire période de ma vie après avoir manipulé notre grand-mère mourante. Il n'y a aucune version de cela qui ne soit pas laide. Toujours la victime, a-t-elle claqué la langue avec désapprobation. Pour votre information, je suis incroyablement généreuse. La plupart des nouveaux propriétaires ne donnent que 24 heures de préavis aux locataires. Je ne suis pas locataire. Je suis de la famille. Le mot avait un goût amer maintenant. Sophie Moreau a jeté un coup d'œil à la cuisine avec un air de possession qui me donnait la chair de poule. Je pense à démolir tout cet espace. Antoine Moreau connaît un merveilleux entrepreneur qui se spécialise dans les cuisines gastronomiques. Toute cette esthétique de ferme est si datée. Le rejet désinvolte de ses choix minutieux ressemblait à une autre violation. « Pourquoi es-tu vraiment ici, Sophie ?» j'ai demandé, en posant mon sandwich intact. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Juste pour m'assurer que tu es dans les temps. Les déménageurs viennent lundi matin pour certains des meubles que nous gardons. Ce serait gênant si tu traînais encore. » La cruauté délibérée m'a coupé le souffle. Après son départ, j'ai abandonné toute prétention de manger et je suis retourné à mon emballage, les larmes brouillant ma vision pendant que je travaillais. Le soir, j'avais rempli 6 boîtes et 2 valises, mais je n'avais pratiquement pas progressé dans mes affaires. Mes parents sont rentrés, mais sont restés à distance, se déplaçant autour de moi comme si j'étais déjà un fantôme dans la maison. Le silence était assourdissant, seulement interrompu par la conversation étouffée occasionnelle derrière des portes closes. Peu avant minuit, je me suis retiré dans la salle de bain, le seul endroit où je pouvais garantir l'intimité. En me regardant dans le miroir, je reconnaissais à peine la personne qui me regardait. Pâle, avec des cernes sous les yeux rouges, les cheveux ternes et non lavés. Je me ressemblais à une étrangère, quelqu'un vidé et vaincu. Le poids de tout, la perte d'emploi, la trahison, l'imminence de l'itinérance, m'a frappé d'un coup. Mes jambes ont cédé et je me suis assise sur le sol carrelé froid, le dos contre la baignoire, alors que des sanglots silencieux secouaient mon corps. C'était le fond du gouffre, seul sur le sol de la salle de bain, trahi par tous ceux en qui j'avais confiance, sans nulle part où aller ni plan qui semblait réalisable. Dans ce moment de désolation totale, ma main a inconsciemment trouvé mon cou, mes doigts trouvant la délicate chaîne en or que je portais toujours, le médaillon de grand-mère Madeleine. Je l'avais mis le jour de ses funérailles et je ne l'avais pas enlevé depuis. Les doigts tremblants, j'ai ouvert le pendentif en forme de cœur pour révéler la minuscule photo à l'intérieur. Moi, vers 8 ans, assise sur les genoux de grand-mère dans le jardin, toutes deux riant de quelque chose de depuis longtemps oublié. Un souvenir a refait surface dans le brouillard du désespoir. J'avais 16 ans, aux prises avec la compétitivité constante de Sophie Moreau et l'aveuglement apparent de mes parents à ce sujet. Assise dans le jardin avec grand-mère Madeleine, j'ai demandé en pleurant pourquoi Sophie Moreau semblait me détester autant. Certaines personnes, avait dit grand-mère pensivement, ont tellement peur de ne pas avoir assez qu'elles ne peuvent jamais être satisfaites, même quand leur coupe déborde. Ta sœur a peur de la pénurie, d'attention, de validation, de sécurité. Mais toi, Élise, tu comprends l'abondance. Tu sais qu'il y a toujours assez d'amour, assez de succès, assez de joie pour tout le monde. Elle a pris mes mains dans les siennes alors, sa prise étonnamment forte. Ne laisse jamais personne ternir ta lumière, surtout pas ta famille. Le monde est plein de gens qui essaieront de te convaincre que tu es moins que ce que tu es. Tiens bon. La vérité finit toujours par refaire surface comme l'eau. Il lui faut juste un chemin persistant. J'ai fermé le médaillon, le pressant contre mon cœur alors que les mots de grand-mère résonnaient à nouveau. J'étais tellement prise par le choc et la douleur de la trahison que j'ai failli succomber au désespoir. Mais ce n'était pas qui j'étais. Ce n'était pas qui grand-mère Madeleine m'avait élevé pour être. L'horloge de la salle de bain marquait 3h17 du matin quand quelque chose a changé en moi. Le chagrin et la douleur subsistaient, mais à côté d'eux grandissait une détermination féroce et ardente. Renoncer signifiait la victoire de Sophie Moreau. Cela signifiait que la trahison de mes parents passait sans être contestée. Cela signifiait que les véritables volontés de grand-mère Madeleine seraient à jamais enterrées. Je me suis levé, j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide et je me suis regardé dans les yeux. Assez, ai-je murmuré à mon reflet. Assez de se plaindre. Il est temps de riposter. Je suis retourné dans ma chambre avec un nouvel élan, sortant un cahier pour formuler un plan d'action complet. Au lever du soleil, j'avais des pages de notes, un calendrier des événements, et une liste d'alliés et de ressources potentielles. Je pouvais avoir peu de temps, et encore moins d'argent,
mais j'avais quelque chose que Sophie Moreau et Antoine Moreau n'avaient pas. La vérité de mon côté. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Nancy. Changement de plan. J'ai toujours besoin d'un endroit où rester, mais plus important encore, j'ai besoin de ton aide pour riposter. Ce n'est pas fini. Sa réponse est arrivée presque instantanément, malgré l'heure matinale. Quoi que tu aies besoin, nous sommes avec toi. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. J'étais peut-être à mon point le plus bas, mais à partir d'ici, il n'y avait nulle part où aller que vers le haut. Le cabinet d'aide juridique occupait un modeste bureau au-dessus d'une teinturerie au centre-ville de Boulogne-Billancourt. La salle d'attente était bondée malgré l'heure matinale, remplie de personnes dont les expressions tendues reflétaient mon propre état interne. J'avais passé ce qui semblait être mes dernières réserves d'énergie à rechercher des options juridiques pendant la nuit, et cette consultation gratuite était mon seul espoir de conseil professionnel sans argent pour une caution. Après une heure d'attente, j'ai été introduite dans un petit bureau où Monica Dubois s'est présentée comme avocate spécialisée en droit des personnes âgées et en litiges successoraux. Elle était dans la quarantaine, avec des lunettes pratiques et sans fioritures, et une attitude correspondante. Elle a écouté sans interruption pendant que je lui exposais la situation, lui présentant les preuves que j'avais rassemblées. C'est profondément préoccupant, a-t-elle dit quand j'ai eu terminé, examinant les dossiers médicaux et les copies de mai. Si ce que vous décrivez est exact, nous parlons d'influence indue potentielle, de capacité testamentaire discutable, et peut-être même d'abus sur personnes âgées. Pouvez-vous m'aider à combattre cela ? J'ai demandé, en essayant de garder le désespoir hors de ma voix. Le cabinet ne peut pas vous représenter dans une affaire de testament contesté. Nous n'avons pas les ressources, a-t-elle expliqué, faisant sombrer mon cœur. Mais, a-t-elle poursuivi, je crois que vous avez un cas suffisamment solide pour intéresser un avocat privé sur la base d'honoraires de résultats. Si vous gagnez, ils sont payés sur la succession. Elle a rédigé une lettre contestant formellement le testament et m'a conseillé de la remettre immédiatement à toutes les parties, ce qui empêcherait légalement tout transfert de propriété jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Elle m'a également aidé à rassembler des preuves supplémentaires, soulignant l'importance du témoignage de Mildred Dubois et de tout autre témoin des véritables intentions de grand-mère Madeleine. Encore une chose, a dit Monica Dubois en partant. Documentez tout à partir de maintenant. Chaque conversation, chaque message texte, vous avez affaire à des gens qui ont déjà montré qu'ils manipuleront la vérité. Armé des conseils de Monica Dubois et de la lettre de contestation formelle, j'ai passé la journée à constituer mon dossier. J'ai contacté Laurence Moreau, l'avocat original de grand-mère, qui s'est dit choqué d'avoir été remplacé dans les dernières semaines de Madeleine. J'ai travaillé avec votre grand-mère pendant des décennies, a-t-il dit. Elle ne m'a jamais donné aucune indication qu'elle voulait changer son testament de cette manière. En fait, tout le contraire. Mildred Dubois m'a mise en contact avec 3 autres membres du club de jardinage qui ont tous confirmé avoir entendu Madeleine exprimer son intention de me laisser la maison. L'une d'elles avait même une carte d'anniversaire de grand-mère mentionnant son enthousiasme à assurer à Élise une maison dans la maison qu'elle aime tant. D'ici le dimanche soir, le dernier jour de l'ultimatum de Sophie Moreau, j'avais rassemblé une collection convaincante de preuves suggérant que le testament révisé ne reflétait pas les véritables intentions de grand-mère Madeleine et avait peut-être été exécuté alors qu'elle manquait de capacité à prendre de telles décisions. Je suis retourné à la maison pour trouver la voiture de mes parents partie, mais Sophie Moreau garée dans l'allée. Parfait. Il était temps pour la confrontation que je préparais. J'ai trouvé Sophie Moreau et Antoine Moreau dans le salon, discutant tranquillement des couleurs de peinture comme si la maison leur appartenait déjà pour la rénover. Ils ont levé les yeux de surprise quand je suis entré. Nous nous attendions à ce que vous terminiez vos préparatifs, a dit Sophie Moreau, fronçant les sourcils à mes mains vides. Changement de programme, ai-je répondu calmement. J'ai convoqué une réunion de famille. Maman et papa devraient rentrer bientôt. Nous n'avons pas le temps pour ça, a commencé Antoine Moreau. Mais le temps, je l'ai coupé. Prenez le temps. À moins que vous ne préfériez que je porte ces preuves directement au procureur du district plutôt que de vous donner une chance d'expliquer. Cela a attiré leur attention. Le visage de Sophie Moreau a pâli légèrement et la mâchoire d'Antoine Moreau s'est resserrée. 20 minutes plus tard, mes parents sont rentrés à la maison pour nous trouver assis dans un silence tendu dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda papa, remarquant le tableau inhabituel. Élise a apparemment convoqué une réunion de famille, a dit Sophie Moreau avec fausse légèreté. Bien que je ne vois pas l'intérêt quand tout est déjà décidé, n'est-ce pas? Je me suis levé, récupérant mon dossier de preuves dans mon sac.
Parlons de la façon dont ces décisions ont été prises, d'accord? Au cours de la prochaine heure, j'ai méthodiquement présenté tout ce que j'avais découvert. La connexion de Bradford Leblanc avec Antoine Moreau, les dossiers médicaux de grand-mère montrant sa capacité réduite, les emails révélant la conspiration, les documents financiers exposant la situation désespérée de Sophie Moreau et Antoine Moreau, et les témoignages de plusieurs témoins sur les véritables intentions de grand-mère. Ce ne sont que des preuves circonstancielles, a bafouillé Antoine Moreau. Mais sa bravoure juridique était sapée par la sueur qui perlait sur son front. Dites ça au juge, ai-je répondu. J'ai formellement contesté le testament. Aucun transfert de propriété ne peut avoir lieu tant que cette affaire ne sera pas résolue au tribunal. Le sang-froid de Sophie Moreau a finalement craqué. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Nous avons besoin de cette maison. Sans elle, tout ce que nous avons construit s'effondrera. Vous voulez dire la maison que vous alliez utiliser comme garantie pour des prêts afin de sauver votre entreprise en difficulté? J'ai demandé d'un ton accusateur. L'entreprise qui se noie dans les dettes à cause de tes investissements risqués? Antoine Moreau a lancé un regard d'avertissement à Sophie Moreau, mais elle était trop partie. Ce n'est pas juste, a explosé Sophie Moreau, les larmes de frustration dans les yeux. Tu as toujours tout reçu facilement. Les notes, les bourses, l'approbation de grand-mère. J'ai travaillé 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Cette maison devrait être à moi. Alors, tu as manipulé une femme mourante pour obtenir ce que tu voulais? J'ai dit calmement. Tu as profité de grand-mère quand elle était à son plus vulnérable. Elle était confuse de toute façon, a rétorqué Sophie Moreau sur la défensive. Elle ne nous reconnaissait presque plus à la fin. Qu'importe qui a eu la maison. Au moins, nous en avions besoin pour quelque chose d'important, pas seulement parce que nous ne pouvions pas garder un emploi. La cruauté de ces mots plana dans l'air. Maman a eu un léger hoquet, et même Antoine Moreau semblait mal à l'aise avec le ressentiment nu qu'elle affichait. Est-ce que c'est ce que vous vous êtes dit pour justifier l'abus sur personnes âgées? J'ai demandé. Que ça n'avait pas d'importance car elle mourrait de toute façon. Ce n'était pas de l'abus, a insisté Sophie Moreau, mais sa voix vacilla. Bradford Leblanc l'a juste aidé à comprendre ce qui était le plus logique pour tout le monde. J'ai fouillé dans ma poche et ai sorti mon dernier élément de preuve, un petit enregistreur numérique. Je pensais que tu dirais quelque chose comme ça, c'est pourquoi j'ai enregistré une conversation avec Bradford Leblanc ce matin. C'était un bluff. Je n'avais pas réellement parlé à Bradford Leblanc, mais l'effet fut instantané. Sophie Moreau est devenue complètement blanche, et Antoine Moreau a eu l'air sur le point de vomir. Tu bluffes, a dit Antoine Moreau, mais sans conviction. Nous l'entendons. J'ai levé l'enregistreur. Bradford Leblanc fut étonnamment prompt à admettre les méthodes qu'il avait utilisées pour persuader grand-mère. Quelque chose à propos de signer des documents pendant les pics de ses médicaments contre la douleur quand elle était la plus suggestible. Antoine Moreau a attrapé le bras de Sophie Moreau, le serrant fort. Nous devons parler maintenant. Il l'a pratiquement traîné dans le couloir, leurs chuchotements animés à peine audibles depuis le salon. Mes parents étaient assis dans un silence choqué, la pleine réalité de la situation semblant les frapper pour la première fois. Bradford Leblanc a-t-il vraiment avoué ça, demanda enfin papa, est-ce que ça a de l'importance? J'ai répondu. Nous savons tout ce qui s'est passé. La seule question est de savoir si vous allez continuer à soutenir cette fraude ou à défendre ce qui est juste. Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie Moreau et Antoine Moreau sont revenus. Antoine Moreau avait l'air résigné, mais Sophie Moreau était enragée. Très bien, a-t-elle craché. Contestez le testament. Mettez-nous tous à travers une bataille juridique publique. Exposez les affaires familiales à tout le monde. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Je veux justice pour grand-mère Madeleine, ai-je dit simplement. Et je veux que la vérité soit reconnue. La vérité, c'est que nous sommes fauchés, a crié Sophie Moreau, les larmes de frustration dans les yeux. Les 3 dernières constructions d'Antoine Moreau ont échoué. Nous vivons à crédit depuis des mois. Sans cette maison pour garantir un financement d'urgence, nous perdrons tout. Antoine Moreau grimaça à cette admission publique de leur situation financière désastreuse. Ce que ma femme veut dire, a-t-il ajouté, tentant de limiter les dégâts, c'est que nous sommes dans une situation de trésorerie temporaire. Ça. Arrête de mentir, a interrompu Sophie Moreau, s'effondrant sur le canapé. C'est fini, Antoine Moreau. Nous sommes finis. La lutte sembla s'échapper d'elle soudainement,
remplacée par une résignation vaincue que je n'avais jamais vue chez ma sœur, toujours parfaite, auparavant. Ce n'est pas censé se passer comme ça, a-t-elle dit calmement. Bradford Leblanc a promis que personne ne remettrait en question le testament, que ce serait simple. Rien sur la manipulation d'une femme mourante n'est simple, ai-je répondu, mais sans la colère qui m'avait animé plus tôt. Voir la détresse sincère de Sophie Moreau ne m'a procuré aucune satisfaction. Que se passe-t-il maintenant, demanda maman, me regardant avec des yeux pleins de larmes. Ça dépend, ai-je dit. Êtes-vous tous prêts à admettre ce qui s'est réellement passé et à rectifier les choses? Ou laissons-nous un juge décider? Le silence qui a suivi était lourd du poids des années de dynamique familiale, de ressentiments enfouis et de vérités difficiles qui finissaient par éclater au grand jour. Nous étions à la croisée des chemins et le chemin que nous choisirions nous définirait pour toujours en tant qu'individu et en tant que famille. Les semaines suivant la confrontation passèrent dans un tourbillon de réunions juridiques, de traitements émotionnels et d'ajustements pratiques. L'après immédiat avait été désordonné, Sophie Moreau s'enfuyant en larmes. Antoine Moreau faisant de vagues menaces de contraction en justice. Mes parents oscillant entre culpabilité et défense. Mais au petit matin, la réalité s'était installée pour tout le monde. Bradford Leblanc, confronté à des accusations de déontologie potentielle qui pourraient mettre fin à sa carrière, s'est rapidement effondré. Il a fourni une déclaration sous serment admettant qu'il avait facilité les changements de testament, sachant que la capacité de Madeleine Moreau était discutable. Il a également confirmé le lien avec Antoine Moreau et le plan d'utiliser la maison comme garantie pour des prêts. La procédure judiciaire pour invalider le testament frauduleux a été lancée immédiatement. Le tribunal a nommé un administrateur temporaire pour la succession de grand-mère Madeleine et a émis une ordonnance empêchant tout transfert de propriété jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. J'ai été autorisé à rester dans la maison pendant cette période, une petite victoire qui m'a apporté la stabilité dont j'avais désespérément besoin pendant que je continuais à chercher un emploi. Nancy s'est révélée être un ami inestimable tout au long de cette épreuve. Quand je l'ai appelée pour lui dire que je pouvais rester dans la maison pour le moment, elle a insisté pour venir avec des courses et du vin. Tu as traversé une guerre émotionnelle, a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte féroce. Tu as besoin de nourriture et de quelqu'un qui est entièrement de ton côté. Ce soir-là, pour la première fois depuis le dîner fatidique, je me suis permise de vraiment craquer, non pas dans un désespoir sans espoir, mais dans l'espace sûr de l'amitié, libérant la tension accumulée de la trahison et de la confrontation. Nancy a écouté sans jugement pendant que je passais de la colère, à la tristesse, à la confusion sur la façon de passer à autre chose. Tu n'as pas à tout régler ce soir, m'a-t-elle rappelé gentiment. Un pas à la fois. Le pas suivant est venu inopinément. Un ancien client de Crédit Lyonnais avait entendu parler de mon licenciement et m'a contacté avec une opportunité d'emploi dans une entreprise plus petite axée sur les investissements éthiques. Le poste signifiait une réduction de salaire par rapport à mon ancien salaire, mais offrait une flexibilité et un alignement avec des valeurs que j'avais appris à apprécier davantage depuis que j'avais été témoin des conséquences de l'approche commerciale impitoyable d'Antoine Moreau et Sophie Moreau. L'entretien fut différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Au lieu de projeter la perfection et la confiance, j'ai parlé honnêtement de mes expériences récentes et de la façon dont elles avaient clarifié ce qui était important pour moi professionnellement. J'ai vu de première main comment les décisions financières affectent les vies réelles, ai-je expliqué. Je veux faire partie de solutions qui aident les gens à construire leur sécurité sans compromettre leur intégrité. Ils m'ont offert le poste le même jour. Le salaire serait serré, mais il me permettrait de tenir le coup. Plus important encore, cela représentait un nouveau départ. Une carrière bâtie selon mes propres termes plutôt que sur des attentes externes de succès. Alors que je construisais cette nouvelle base professionnelle, j'ai simultanément travaillé sur ma reconstruction personnelle. J'ai trouvé une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, Dr Dubois, qui m'a aidé à traiter les émotions complexes entourant la trahison. Ce que ta famille a fait est mal, a-t-elle affirmé lors de notre deuxième séance. Tu n'as pas besoin de minimiser cela ou de te précipiter pour pardonner. Mais ils sont toujours ma famille, ai-je dit, luttant contre une contradiction. Malgré tout, je les aime. L'amour et les limites peuvent coexister, a-t-elle répondu. En fait, ils doivent le faire pour que les relations soient saines. Ce concept est devenu mon principe directeur alors que mes parents faisaient des tentatives timides de réconciliation. Papa est venu me déposer mon café préféré un matin avec une note disant simplement « Je suis désolé. Quand tu seras prête à parler, je serai là. » Maman envoyait des messages textes pour vérifier si j'avais besoin de quelque chose.
faisant prudemment attention à mon espace, j'ai maintenu une certaine distance pendant que je triais mes sentiments, mais j'ai finalement accepté de les rencontrer dans un lieu neutre, un parc où nous avions souvent fait des pique-niques familiaux quand j'étais jeune. La conversation fut difficile, avec des moments de défense cédant la place à des remords sincères alors qu'ils confrontaient la réalité de la façon dont leurs actions m'avaient profondément blessé. Nous nous sommes laissés entraîner par la panique de Sophie Moreau et les assurances d'Antoine Moreau, a expliqué papa, sa voix lourde de regret. Nous nous sommes dit que nous prenions la meilleure décision pour tout le monde. Mais la vérité, c'est que nous avions peur. Peur de perdre notre maison, peur de la confrontation, peur de choisir des camps. Nous avons mal choisi, et je le regretterai toute ma vie. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, ai-je dit après avoir écouté leurs explications. Je ne m'attends pas à ce que notre relation revienne simplement à la normale. La confiance a été brisée. Il faudra du temps pour la reconstruire, si tant est que ce soit possible. Nous comprenons, a dit maman, les larmes coulant sur son visage. Nous voulons juste une chance d'essayer. Je suis prête à essayer aussi, ai-je répondu honnêtement. Mais selon mes conditions, avec des limites claires. Ces limites comprenaient des séances de thérapie régulières, à la fois individuelles et éventuellement familiales. J'ai précisé que mon pardon ne serait ni précipité ni tenu pour acquis et que toute relation future devrait être construite sur une transparence totale et un respect de mon autonomie. Sophie Moreau était une situation plus compliquée. Après son effondrement lors de la confrontation, elle et Antoine Moreau se sont séparés. La maison de cartes financières qu'ils avaient construite ensemble s'est complètement effondrée, entraînant des procédures de faillite et une chute très publique de la grâce sociale. Sophie Moreau a déménagé temporairement chez notre tante dans le New Jersey, et nous n'avons eu aucun contact pendant près de 2 mois. Son texto, quand il est finalement arrivé, fut inattendu. Je ne mérite pas ton pardon, mais j'aimerais parler selon tes conditions. Nous nous sommes rencontrés au Bluebird Café, où le fantôme de grand-mère Madeleine semblait planer protecteur. Sophie Moreau n'avait rien à voir avec la sœur polie et parfaite que j'avais envie d'envier. Ses vêtements de designer étaient remplacés par des jeans simples et un pull. Son maquillage impeccable absent. Des cernes visibles sous ses yeux. Je suis allé en thérapie, a-t-elle dit sans préambule. Thérapie intensive. Il s'avère que j'ai beaucoup de problèmes à résoudre. Elle a tenté un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Me comparer à toi est plus facile que d'affronter mes propres insécurités. Je me suis convaincu que si je pouvais juste obtenir les choses que tu avais, la reconnaissance, l'approbation de grand-mère, le succès selon mes conditions, je me sentirais enfin assez bien. Et est-ce que ça a marché? J'ai demandé calmement. Elle a secoué la tête. Jamais. Il y avait toujours autre chose à chasser, quelque chose que tu avais d'autre et que je n'avais pas. C'était épuisant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et maintenant? Maintenant, j'apprends à définir le succès différemment, à reconnaître ma propre valeur sans la comparer à celle de personne d'autre. C'est difficile, mais c'est libérateur. La conversation ne fut pas miraculeuse ni une réconciliation immédiate, mais elle fut honnête d'une manière dont nos interactions n'avaient jamais été auparavant. Nous avons accepté de procéder avec prudence, des rencontres mensuelles autour d'un café sans pression ni attente au-delà de la civilité de base. C'était un petit pas, mais un pas significatif. 3 mois après la confrontation initiale, le tribunal a invalidé le testament frauduleux et a reconnu le précédent testament de grand-mère Madeleine comme valide. Comme Mildred Dubois et les autres témoins l'avaient témoigné, la maison m'était bien laissée avec des actifs financiers répartis entre Sophie Moreau et moi, et des objets personnels spécifiques destinés à mes parents. Le jour où la décision est devenue officielle, je me suis retrouvé seul dans le jardin de grand-mère Madeleine, désormais mon jardin. Les fleurs de fin d'été étaient en pleine floraison. Des dahlias et des rudbeckias qu'elle avait plantés il y a des décennies revenaient fidèlement chaque année. J'ai senti sa présence fortement comme si elle se tenait à côté de moi, hochant la tête en signe d'approbation. Je l'ai fait, grand-mère, ai-je murmuré à la douce brise. Je me suis tenu ferme. La maison ne me semblait plus hantée par la trahison. Je l'avais réclamée pièce par pièce, remplaçant les souvenirs douloureux récents par de nouveaux souvenirs. Nancy m'aidant à repeindre la cuisine, mes nouveaux collègues venant dîner, même papa s'arrêtant pour réparer un robinet qui fuyait dans un pas hésitant vers la rédemption. Alors que je me tenais dans le jardin ce jour-là, j'ai réalisé que ma victoire n'était pas seulement de garder la maison. Il s'agissait de découvrir ma propre force, de définir mes limites et d'apprendre que la famille, la vraie famille, est bâtie sur le respect, l'honnêteté et le soutien mutuel,
pas simplement sur l'ADN partagé. Grand-mère Madeleine m'avait donné bien plus qu'une maison physique. Elle m'avait donné le courage de créer une maison en moi-même que personne ne pourrait jamais m'enlever. Que feriez-vous si votre famille vous trahissait comme la mienne l'a fait? Vous battriez-vous ou partiriez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si mon histoire vous a interpellé. N'oubliez pas que parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage et j'espère que mon expérience aidera quiconque est confronté à ses propres batailles familiales à trouver la force de se défendre.